l'actualité de ce jeudi, le président Macky Sall a-t-il raté sa sortie dans les zones inondées? À Keur Massar, les populations sont furibondes après son passage. Certains sont déçus de ne pas l'avoir rapproché, d'autres dénoncent le mauvais timing pour annoncer la départementalisation de Keur Massar. Sortez-nous de l'eau d'abord, pestent ses habitants. Signal d'alerte à Matam, 6 personnes ont perdu la vie, des ponts effondrés, des milliers de familles ont perdu leur toit également depuis le début de l'hivernage. Mais la grosse frayeur vient du fleuve Sénégal qui a dépassé sa cote d'alerte. Là-bas, tous les éléments d'une calamité sont réunis, nous ferons le point. Pose de la conduite d'eau de l'usine de dessalement des Mamelles. Cette usine va produire 50 000 mètres cubes par jour pour améliorer l'approvisionnement en eau de 8 quartiers de la capitale, dont Ouakam, localité où vous le verrez, certaines populations vivent avec le manque d'eau depuis plus de 4 mois. Reportage édifiant dans cette édition. Mais d'abord, un maçon est mort cet après-midi sur un chantier au quartier SICAP Amitié 3. Selon les témoignages, une machine lui serait tombée sur la tête. Le corps sans vie a été évacué par les sapeurs-pompiers. Le président de la République était dans la banlieue de Dakar ce matin, précisément à Keur Massar, l'une des zones les plus touchées, vous le savez, par le phénomène des inondations. Au-delà de la compassion envers les sinistrés, l'une des annonces fortes du chef de l'État est l'érection de Keur Massar en département. Voici le président de la République. L'assurance que l'État sera à vos côtés. L'État sera à vos côtés d'abord dans l'urgence. Et l'urgence, c'est de sortir les eaux des maisons et des quartiers. C'est d'assurer également un saupoudrage pour éviter le développement des maladies. Les maires de Pékin, de Guédiawaye, de Rufisque dans les parties comme Djahaï et autres, pour voir la cohérence territoriale pour le futur nouveau département de Keur Massar. Que des actions très importantes seront engagées sans délai pour la gestion de Mbobos et de tout ce qui entoure Mbobos, pour la gestion de cette décharge, mais également pour la restructuration des quartiers autour de Malika, autour de Keur Massar. Et tout cela, c'est un package d'investissement très important que le Sénégal va apporter. Après Rufisque, donc, Pékin, Guédiawaye, Dakar, Keur Massar sera le 5e département de la capitale régionale. Seulement, les habitants de Keur Massar jugent mal le moment choisi par Macky Sall pour annoncer cette nouvelle. Certains parmi eux ne l'ont même pas aperçu. Une grosse frustration selon ces populations qui pataugent encore. Habib Faye, Modou Diop. Submergés dans les eaux pluviales, 2401 habitants pataugent dans 60 hectares à Keur Massar. Le chef de l'État en visite dans cette commune compte l'ériger en département, une décision inattendue par les populations de cette banlieue. Avant de parler de la départementalisation, réglons d'abord la question des inondations. Rien n'a été fait à Keur Massar. Département ou là? Quel département? Mais c'est inadmissible. Le chef de l'État, on ne l'a même pas vu. Il n'a pas posé des actes concrets dans cette commune et ce qu'on attendait de lui, c'est de descendre dans l'eau pataugée comme les populations. C'est ce qu'il devait faire. L'heure de mettre des canaux d'évacuation d'eau à Keur Massar a sonné, disent les habitants, pour mieux faire face aux éventuelles inondations. Ce n'est pas encore l'heure. Ce qu'il doit faire, c'est de régler d'abord le problème des inondations à Keur Massar. Ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est la question des inondations que nous vivons depuis Tankharit. Ils sont au nombre de 134 délégués écartés du dispositif présidentiel. Aucun délégué de quartier n'a pu exprimer ses doléances au président de la République. Il n'a pas le droit d'écarter les délégués de quartier. Les délégués de quartier, c'est comme les chefs de village. Quant aux jeunes du quartier Kamil Bass, ils ont été enfermés dans leur maison par les forces sécuritaires pour éviter toute perturbation. Ils nous ont enfermés dans les maisons, nous refusant de sortir.
À l'entrée de chaque domicile, ils ont mis des forces de l'ordre pour nous surveiller, chose que nous déplorons. 60 hectares de terre remplacés par les eaux de pluie, forçant les familles à s'installer dans des abris provisoires. À Keur Massar, le chef de l'État, avec l'appui de la Banque mondiale, injecte 30 milliards de francs CFA pour lutter contre les inondations. Cependant, le maire de la commune n'a pas reçu les honneurs de sa population. Habib Keur Massar en département, cette annonce n'est pas réellement une surprise. Le chef de l'État mûrit l'idée de découper plusieurs communes de la banlieue dakaroise depuis plus de 4 ans. Tout ce qu'il faut savoir sur cette affaire, c'est avec Salif Sow. Nous sommes le 22 juillet 2016. À Keur Massar se tient la cérémonie de lancement des travaux du CM de Keur Massar Village. Prenant la parole, le maire Moustapha Meng lista une batterie de doléances parmi lesquelles la départementalisation de sa commune. Le chef de l'État lui avait servi comme réponse de patienter. En effet, le code stipule qu'à chaque fois qu'il faut retaper les frontières d'une commune, il faudra faire une délégation de toutes les communes impactées. Cela veut dire que si j'érigeais aujourd'hui Keur Massar en département, votre commune serait dissoute, la ville de Pikine serait dissoute et l'ensemble des autres communes qui seront impactées. Et je ne pense pas que cela puisse vous arranger, encore moins être le meilleur pour vous, avait expliqué Macky Sall. Ainsi, le président de la République avait demandé à l'édile et à ses administrés de patienter jusqu'à la veille des prochaines élections locales, lorsque les mandats des élus seront presque à leur terme. À ce moment, on pourra remembrer le département de Pikine pour rapprocher les administrés et leurs maires, mais aussi pour répondre à nos objectifs fixés sur l'axe 3 de la décentralisation et encore faire respecter la territorialisation de la politique publique. Ne vous pressez donc pas, soyez patients, avait conclu le président de la République. L'heure est donc venue de charcuter Pikine et toutes les autres communes impactées, à savoir Guédiawaye et Rufisque, dans un contexte préélectoral ou d'inondation. C'est selon. Merci Salif. Allons maintenant dans le nord à Matam où les intempéries, vous le savez, ont déjà fait 6 morts. Les toits des maisons sont effondrés, des ponts effondrés, perturbant fortement les déplacements des populations. Mais l'autre source d'angoisse, c'est le fleuve Sénégal qui flirte avec sa cote d'alerte du fait des fortes précipitations. Le point avec Ali Bandelian. Pour ces postes excédentaires, la pluviométrie est plus qu'abondante cette année à Matam. Seulement, la région est fortement impactée. 6 morts au total, dont 3 enfants noyés dans des mares et les 3 autres tués par la foudre. À cette liste, il faut ajouter l'effondrement d'un bâtiment à Ourossogui qui a fracturé une jeune femme de 47 ans encore à l'hôpital. Les fortes pluies sur Matam ont emporté le grand pont de Dialoubé dans le département de Kanel et détruit toutes les pistes menant vers Lewenguenar. À l'heure actuelle, dans le département de Kanel, plus de 1500 familles sont sinistrées, plus de 425 à Matam. Des localités comme Sinthiou Bamambé, Djamel, Waoundé, pour ne citer que cela, se trouvent encore sous les eaux. Au moment où l'on observe une pause pluviométrique depuis 48 heures, le fleuve Sénégal a fini de quitter son lit naturel. À la station de Matam, la cote d'alerte de 8 mètres est dépassée depuis près d'une semaine. De la crue qui envahit toutes les localités du Dandemayo, de Djamel à Gourel Omarli et de Nawel à Waoundé. Des villageois qui aujourd'hui ont besoin de sacs à terre pour tenter d'ériger des barrages. Au même moment, plus de 170 hectares de rizières sont inondés. Malgré un sinistre d'une telle ampleur, seul le gouverneur de la région est venu soutenir moralement les populations. En dehors des députés maires de Orkadiéré, celui de Nabadji Sivol et la présidente des femmes de Sinthiou Bamambé, aucune assistance en faveur des sinistrés de Matam. Les maires, dans leur écrasante majorité, se trouvent hors de la région. Merci Ali. Et puis sur le plan politique, le groupe parlementaire Liberté et Démocratie exige de la transparence dans la gestion de ces inondations. Selon ses membres, la mission d'information ne peut empêcher la tenue d'une session extraordinaire. Voyons tout cela avec Alassane Ba. Liberté et Démocratie continue de défendre sa formule, celle qu'il estime être la meilleure pour bien informer les Sénégalais sur la gestion des inondations, convoquer les ministres impliqués, les auditionner en direct. Mais nous avions l'impression que le bureau de l'Assemblée, qui reste le bras armé de l'exécutif,
n'a pas l'intention d'informer les Sénégalais sur la gestion des inondations dans le cadre du plan décennal. Et c'est vraiment dommage et regrettable. De l'avis de Toussaint Manga, la mission d'information proposée par le bureau de l'Assemblée nationale aura des limites et ne peut empêcher la tenue d'une session extraordinaire. Elle est restrictive dans le cadre vraiment des éléments de réponse qu'on peut donner au peuple. Ce qui est normal et ce qui doit avoir, c'est que les ministres eux-mêmes viennent expliquer aux Sénégalais ce qui s'est passé, pourquoi les investissements qui ont été mis n'ont pas donné de résultats, où sont passés ces investissements. Voilà, c'est la meilleure formule. Maintenant, faire une mission d'information, je crois que, voilà, à la limite, il n'y a pas trop de sens pour un problème si grand. Je crois que ce n'est pas une mission d'information qui permettra d'expliquer les Sénégalais ou de faire comprendre aux Sénégalais où est passé vraiment l'argent du plan décennal de lutte contre les inondations. Certains députés de la majorité contactés estiment que le bureau est dans son rôle. La mission d'information fera correctement le travail attendu. Le groupe parlementaire Liberté et Démocratie compte saisir tous les députés. L'objectif, selon Toussaint Manga, est de faire jouer correctement au Parlement son rôle. Merci beaucoup Alassane. Venons-en maintenant à la pose de la conduite d'eau de l'usine de dessalement des Mamelles. Cette conduite, vous le savez, s'étale sur 10,4 km. L'objectif de cette canalisation est d'améliorer l'approvisionnement en eau potable des populations de 8 quartiers de Dakar. La cérémonie a eu lieu ce matin, d'Issa Prera à Madouba. La conduite principale de distribution d'eau, objet de la cérémonie, est longue d'un peu plus de 10 km et elle va desservir 8 quartiers de Dakar. Nous avons cette conduite principale dont vous avez pu voir le tracé qui permettra d'améliorer l'alimentation en eau de quartiers de Dakar, notamment de Ouakam, de Ngor, des Almadies, de Nord Foire, de la cité Apexi et une partie des Parcelles Assainies et de la Patte d'Oie. Ce tuyau d'une grande capacité, une infrastructure essentielle posée avant l'érection de l'usine de dessalement, aura aussi d'autres fonctions dans la distribution de l'eau dans la capitale sénégalaise. Cette conduite vise aussi à remplacer la conduite de diamètre 400 qu'on avait ici, qui était vétuste. Donc cette conduite permet d'augmenter les volumes d'eau qui sont transportés vers ces zones qui en ont besoin. Donc opérationnel déjà, la conduite permettra d'améliorer l'alimentation en eau de ces communes que j'ai indiquées. À lui seul, Dakar concentre 70% des besoins en eau des agglomérations urbaines au Sénégal. 62% de l'eau consommée provient des forages, 32% du lac de Guiers. Cette usine, une solution structurelle dans l'approvisionnement en eau. À terme, l'usine pourra produire 50 000 m3 d'eau par jour, une capacité extensible à 100 000 m3. Un choix technologique inédit et une solution de futur. C'est en ces termes que le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a qualifié ce projet d'installation d'usine de dessalement. D'ici là, les habitants des 8 quartiers cités par le ministre souffrent le martyre. Vous allez le voir, certains parmi eux vivent presque sans eau. Illustration dans ce reportage au quartier Ouakam Ballon, Aminata Mbaresso et Mohamed Diag. Depuis 5 mois, elle vit ainsi. Une course effrénée à la recherche de l'eau pour les travaux domestiques, mais aussi pour la consommation. C'est devenu une gymnastique quotidienne pour moi. Presque tous les jours, je fais monter des bouteilles d'eau de 20 litres. Et c'est époustouflant. À Ouakam Ballon, les robinets sont à sec. Les rares maisons qui en disposent, c'est à des heures tardives de la nuit. Ça doit remonter 5 voire 8 mois que la distribution d'eau fait défaut. Et chez moi, je peux dire ça va, contrairement à mes voisins qui n'en ont presque pas. C'est entre 0h et 3h du matin que les robinets commencent à couler. Mais après ça, c'est encore le sec. Et c'est vraiment fatigant. Des travaux sur le réseau de distribution
à l'origine de cette rupture. Nous avons saisi les responsables de Sen'Eau. Ils disent que ce sont des travaux qui sont en train d'être menés dans le quartier. Mais habituellement, nous n'avions pas ces ruptures d'eau. Le lancement des travaux de l'usine de dessalement pour le traitement des eaux de mer dans les eaux de Mamel, Ouakam et environ, une alternative pour atténuer la peine de ces ménagères. Merci Aminata. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal dénonce un abus de pouvoir des agents du ministère du Commerce. Furieux après avoir appris la fermeture d'une dizaine de boulangeries par les agents du ministère pour non-respect des règles, les boulangers se sont réunis cet après-midi. Voici Amadou Gaye, il est le président de la Fédération. Il y a des abus effectués par des agents du ministère du Commerce qui font des abus sur le terrain. Ils sont des abus en fermant des boulangeries uniquement par un défaut de déclaration. Ça, c'est des fiches de déclaration qu'on devait avoir avant le 30 juin. On l'a eu au mois de juillet, voire même au mois d'août. Pour fermer une boulangerie maintenant, pour défaut de déclaration, l'article 13 de l'arrêté du ministère du Commerce et l'article 18 du décret 2277 dit qu'il faudrait l'avis du comité technique, du comité de suivi technique de la boulangerie, logé à la gouvernance, où nous-mêmes nous sommes membres. On va donner une mise en demeure au boulanger avant de fermer sa boulangerie. Nous invitons la direction du commerce intérieur à conserver l'esprit qu'on travaille ensemble sur le texte. Réaction du ministère dans un instant. Le directeur du commerce intérieur, Oumar Diallo, sera l'invité d'Aram Touré dans Soir d'Info. Dans un tout autre registre, le gouvernement est décidé à durcir la lutte contre la corruption. Hier, en Conseil des ministres, la stratégie nationale de lutte contre la corruption a été validée. Un rapport d'évaluation sera fourni chaque année. Alors, est-ce suffisant pour juguler la corruption dans notre pays? Le Forum civil en est pas convaincu pour le moment. Fat Bintou Conté et Youssou Barro. La stratégie nationale de lutte contre la corruption a été validée hier en Conseil des ministres. Ce document rassemble les différents points de vue de l'ensemble des parties prenantes à la lutte contre la corruption au Sénégal. Ce document est le condensé, ou en tout cas le résultat de différentes approches qui ont été tenues depuis octobre 2017 par l'OFNAC et ses partenaires, les différents acteurs nationaux, pour l'élaboration d'un document qui permet à l'ensemble des acteurs de se retrouver autour d'une plateforme de réponse aux problèmes de la corruption. Cette stratégie nationale de lutte contre la corruption va être le cadre d'action globale pour les mesures à prendre dans la lutte contre la corruption. Le document de stratégie nationale de lutte contre la corruption établit un certain nombre de réponses aux préoccupations des citoyens. Des réponses textuelles qui reposent sur les textes législatifs et réglementaires qui régissent les problèmes de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Comme le rapport de l'OFNAC, tous les ans, la stratégie nationale va transmettre un rapport d'évaluation. Tous les ans, remet un rapport sur les activités de l'OFNAC, proprement dit. Ça, c'est le rapport de l'OFNAC. Mais parallèlement avec la stratégie nationale de lutte contre la corruption, l'OFNAC va travailler avec les acteurs pour élaborer un rapport national sur la corruption. Mais pour le Forum civil, c'est l'opérationnalisation qui risque de poser problème. Il faut passer par des mécanismes de lutte, d'abord qui permettent de détecter, d'incriminer, de sanctionner, et ensuite de recouvrer. Dans la prise en charge du fléau qui est la corruption au Sénégal, cette stratégie nationale va permettre aux différents acteurs d'apporter leur contribution pour éradiquer la corruption au Sénégal.
Merci beaucoup Fat Bintou. Et puis sur la situation épidémiologique, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, s'inquiète du niveau de transmission de la Covid-19 en Europe. Là-bas, la situation redevient alarmante du fait d'un rebond épidémique. Ici au Sénégal, l'embellie est notoire. On décompte de moins en moins de nouvelles infections. Un décès et 50 Covid+ sont rapportés aujourd'hui. Tout de même, l'heure n'est pas au triomphalisme, encore moins à l'outrecuidance, selon le professeur Souleymane Mboup de l'IRSF. Beaucoup d'autres hypothèses qu'on peut aussi mettre sur la table, notamment tous les résultats du programme qui a été mis en place. Mais je crois qu'il ne faut pas dormir sur ce laurier et il faut qu'on soit extrêmement prudent et qu'on continue surtout toutes les mesures qui ont été mises en place. Je crois qu'on doit rester modeste, on doit certainement avoir une petite bouffée d'oxygène, mais ne pas se relâcher surtout. Ce n'est pas le moment. Je crois qu'il faut continuer à mettre en place tous les efforts de manière et de vérifier. Et c'est là où, justement, d'autres aspects sont importants, notamment tous les aspects de surveillance. Et ça, nous sommes en train aussi d'y travailler. Nous avons des résultats dans certains groupes de population. Et ça va vraiment, disons, renfermir l'argumentation qu'il y a réellement une baisse. Il y a aussi des améliorations, surtout à faire, pour un peu avoir des systèmes beaucoup plus fiables, disons, par rapport à ces chiffres. Notamment une surveillance beaucoup plus rapprochée de certains facteurs, comme la mortalité, comme beaucoup de facteurs qui vont effectivement confirmer cette baisse. Donc nous sommes dans cette tendance-là, nous sommes prudents, mais nous devons également nous assurer que c'est bien cela, mais cela ne surtout pas démobiliser vraiment toutes les mesures qui ont été mises en place. Le professeur Souleymane Mboup, interrogé par notre équipe à Rufisque, l'IRSF qui a offert ce matin des tests aux meilleurs bacheliers du Sénégal qui s'apprêtent à aller étudier à l'étranger. Le coronavirus, c'est aussi une catastrophe pour l'éducation. La COSYDEP s'inquiète du taux d'abandon qui risque d'être élevé. Par ailleurs, le Sénégal doit organiser le bilan des offres alternatives proposées aux acteurs de l'éducation durant la crise. Suivons le directeur exécutif de la COSYDEP en marge d'un atelier de renforcement de capacité des membres de l'organisation sur la politique éducative tenue ce matin. Comme j'ai dit, de les outiller pour qu'ils soient évidemment des acteurs qui maîtrisent plus leur secteur, qui comprennent l'agenda 2030 qui nous lie, les 17 objectifs de développement durable, mais qu'ils maîtrisent aussi le cadre juridique et réglementaire de la politique éducative. Pour cette année Covid, il est essentiel que le Sénégal puisse aller très rapidement dans le sens d'organiser le bilan des offres alternatives qui avaient été proposées aux acteurs, réponse de l'éducation face à la Covid. Il est essentiel qu'on puisse anticiper sur cela, pour nous c'est essentiel, mais ensuite qu'on puisse aussi analyser évidemment les résultats, analyser le comportement de chaque acteur. Pour nous c'est un élément qui est essentiel et qui est prévu courant octobre, durant notre campagne Nos vacances pour l'école. Donc ce sera une belle occasion qui sera ouverte à la presse évidemment pour partager avec vous notre évaluation, notre bilan des réponses de l'éducation face à la Covid, y compris la problématique liée évidemment aux examens scolaires, sans omettre la question des enfants qui sont dans des classes intermédiaires qui font 3 millions et qui n'ont pas eu une réponse concrète dans cette crise, mais aussi nous allons essayer d'analyser les impacts, parce que nous pensons qu'on pourrait avoir un taux d'abandon assez important lié donc à cette pandémie. Et donc tout cela, nous devons anticiper sur ces questions pour faire en sorte que l'année prochaine, qui va marquer une reprise massive, parce qu'il y aura 4 millions d'enfants qui vont reprendre, que l'année prochaine, qu'on puisse évidemment dès à présent en discuter. Dans l'actualité judiciaire, Pape Massata Diack réagit à sa condamnation et à celle de son père. Face à la presse, l'ancien conseiller en marketing de la Fédération internationale d'athlétisme estime qu'ils sont dans une guerre judiciaire pour le triomphe de la vérité. Pape Massata Diack assure n'avoir rien fait de délictuel qui mérite la prison. Il assimile l'affaire Lamine Diack à une cabale médiatico-judiciaire avec des relents de manipulation d'un complot. Et le ministre sénégalais de la Justice se prononce justement sur cette affaire. Selon Maître Malick Sall, le Sénégal a soutenu le président Diack via son consulat à Paris. Toute l'assistance nécessaire a été apportée durant tout le procès.
a été jugé en France. Lamine Diack personnellement a comparu. Son fils n'a pas comparu, mais a été jugé. La justice française a rendu sa décision. Les avocats de Lamine Diack ont décidé de faire appel. C'est un constat que je peux faire. Les choses se passent comme ça. Assistant de l'État du Sénégal. L'État du Sénégal, dans ce cadre, ne peut intervenir que comme soutien au niveau de notre consulat. Et le droit de visite, le droit de l'aider à trouver un avocat en tant que besoin s'il n'en a pas. Il se trouve que, comme vous le savez, M. Diack a ses avocats qui l'ont défendu comme il fallait. L'État du Sénégal, vous pouvez le vérifier, vous le confirmera. Le consulat du Sénégal à Paris a été à ses côtés du début jusqu'à la fin, effectivement, de cette procédure. Et puis retenez que ce sont 13 migrants dont 7 femmes interceptées la nuit dernière à Differ. Ils partaient pour l'Espagne. Ils sont tous en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Fimela. Rappelons que l'année dernière, 89 migrants avaient été arrêtés à l'île de Dionewar, toujours dans la région de Fatick. Pour une sécurité en mer, justement, les acteurs de la pêche mettent en phase test des balises de géolocalisation des pirogues. Cet appareil va permettre de réduire les accidents en mer, mais les pêcheurs jugent l'appareil très coûteux et demandent une subvention de l'État. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Les pêcheurs perdent la vie chaque année au Sénégal. Les acteurs du secteur ont mis sur pied un projet de balise de géolocalisation afin de pouvoir assurer la sécurité en mer. Le secteur de la pêche, il y a moins de 7% qui sont instruits. Donc on les avait demandé de mettre des dessins qui pourront communiquer ce que les besoins des pêcheurs. Si votre machine est tombée en panne, il y a un signal qui le montre. Si vous avez plus de carburant, il y a un signal qui le montre. Si vous avez quelqu'un qui est malade et si vous avez la pirogue est chavirée aussi, il y a un bouton SOS de détresse qui est universel, qui peut nous indiquer directement la position où vous vous trouvez. Ces pêcheurs et responsables des quais de pêche magnifient ce projet. Aujourd'hui, d'après les observations que tous les pêcheurs ont fait, maintenant on a trouvé qu'on est au sommet quand même des tests. Donc cet équipement, vraiment, tout le monde apprécie que à tous les données qu'on voulait avoir pour la sécurité en mer. Mais le seul hic dans ce projet est que les pêcheurs pensent que l'appareil est cher, ils veulent une subvention de l'État. Et puis un mot de sport, le Sénégal, toujours première sélection africaine du classement FIFA de ce mois. Il gagne double buteur au deuxième tour des qualifications de l'Europa League. Et puis les éliminatoires de l'Afrobasket masculin 2021 au mois de novembre prochain au Rwanda. Au menu de ce round-up de l'Actu Sport réalisé par Cher Sadibou Diarra. Football pour débuter. Le Sénégal demeure le leader en Afrique au classement mensuel de la FIFA qui ne connaît pas ou peu de changements. Sur le continent africain, le Sénégal qui stagne garde la première place, menacé toutefois par la Tunisie qui est à 49 points. Le Nigeria complète le podium. Au niveau mondial, le trio de tête reste également le même, la Belgique, suivie de la France et du Brésil. Le prochain classement sera publié le 22 octobre prochain. Mbaye Diagne, pour sa part, montre le bout de son nez en vue de la prochaine liste du sélectionneur national Aliou Cissé dans le cadre des matchs amicaux en octobre. L'attaquant international sénégalais a porté Galatasaray, victoria en Azerbaïdjan devant Neftchi Bakou, 3-1 au deuxième tour qualificatif de l'Europa League. Mbaye Diagne s'est offert un doublé, ses premiers buts en match officiel depuis son retour à Galatasaray. Pendant ce temps, la décision de José María Bartomeu à la tête du FC Barcelone est en marche. Les opposants au président du club catalan ont déposé ce jeudi après-midi les signatures nécessaires pour entamer le processus de destitution. Jordi Faré et deux autres candidats à la prochaine élection annoncent avoir récolté 20 731 signatures qui vont déclencher un autre vote où 2/3 des voix sont demandées pour destituer la direction actuelle et convoquer une élection anticipée. Pour le moment, l'élection est prévue les 20 et 21 mars 2021. Sur le marché des transferts, Diao Baldé Keita est lui très proche d'un retour en Italie. L'attaquant de l'AS Monaco va rejoindre Sampdoria de Gênes sous forme de prêt avec option d'achat ce vendredi. Bertrand Traoré, l'attaquant burkinabé de Lyon, va s'engager avec Aston Villa en Angleterre. Le montant de la transaction est estimé à 20 millions d'euros.
Liverpool est de son côté tombé d'accord. Le Rwanda va accueillir les éliminatoires de l'Afrobasket masculin 2021. Chers, c'était tout pour les nouvelles de ce soir. C'est à vous, Aram.